parce que c'est elle qui fait de replay. Donc aujourd'hui, nous parlons de la qualité qui se cache derrière le défaut. C'est quoi une qualité? C'est quoi un défaut? En fait, dans un couple, quand on dit qu'il y a quelqu'un a un défaut, en réalité, ce n'est pas un défaut, mais c'est une qualité qu'on veut éviter. Je peux vous choquer comme ça en disant comme ça. C'est une qualité qu'on veut éviter. Enfin, c'est un trait qu'on veut éviter. C'est un comportement qu'on veut éviter. C'est un acte qu'on veut éviter, qu'on va appeler un défaut. Donc, la tendance naturelle aujourd'hui, dans notre monde, c'est de vouloir séparer les choses en qualité et en défaut. On va séparer le bien et le mal. La tendance naturelle, c'est de séparer les qualités et les défauts. La tendance naturelle, c'est de séparer le beau et le laid. La tendance naturelle, c'est de séparer la nuit et le jour. Et on va se rendre compte que, pour continuer avec les tendances, on va séparer le courageux du lâche, le patient de l'impatient, la lumière de l'ombre ou bien de ténèbres. Mais la réalité est que toutes ces choses sont très, très subjectives. En réalité, parfois, c'est les deux facettes d'un même phénomène. Et ces deux facettes-là marchent vraiment ensemble. Prenons le cas de la lumière. Quand il fait chaud, quand le soleil brille au ciel, il y a des gens dans le monde subsaharien qui se plaignent parce qu'il fait très chaud. Ils ont besoin que le soir arrive très rapidement. Parce que le soir, il ne fait pas chaud, le soleil n'est plus d'aplomb. Mais imaginez ceux qui sont en plein hiver. Ce soleil, pour eux, ils le recherchent. Ils prient pour avoir ce même soleil. Ce sont des êtres humains comme vous et moi, qui, quand ils sont dans un lieu où il y a l'hiver, ils veulent le soleil. Et quand ils viennent dans un lieu où il y a l'été, le soleil devient pour eux très fort. Peut-être qu'ils vont utiliser pour bronzer pour ceux qui bronzent, mais ils commencent à trouver ça comme un problème qu'ils veulent résoudre. Donc, du coup, dans ce contexte-là, la lumière, le soleil devient la qualité et la nuit devient le défaut. Et quand on inverse maintenant, on vient dans une autre zone, ça devient autre chose. Donc, je voulais qu'on voit que les deux, selon les cas, on arrive à les utiliser et à être satisfait des deux, l'un dans un cas et l'autre dans l'autre cas. Dans mes notes, j'ai dit que chacun possède une qualité, un défaut. Chacun possède une qualité, chacun possède un défaut. Ou alors on va dire, chacun possède une qualité et le défaut de sa qualité, ou alors un défaut et la qualité de son défaut. Le généreux, on va dire, il est généreux, il donne, mais le généreux, souvent, il ne donne pas. Il arrive des moments où celui qui est considéré comme le généreux est radin quand il s'occupe de lui-même. On va dire l'altruisme est souvent très, 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 très ouvert et tout. Et parfois, on trouve qu'il est égoïste. On va trouver qu'il est égoïste parce qu'il veut s'occuper de lui-même. L'impatient a aussi des moments de patience. Le calme a des moments de colère. On dit qu'on est surpris. Ce monsieur qui est souvent calme, il a des moments de colère. Et donc, le caractère ou l'attitude, le comportement qui est le plus manifeste, finalement, donne l'impression que c'est lui qui est la caractéristique de la personne. Or, la personne a toujours les deux, c'est-à-dire le défaut et la qualité. Et finalement, le défaut est la projection que nous, on nous donne qu'on se donne par rapport à ce qu'on attend de l'autre. C'est-à-dire que si on attend de lui une attitude précise et qu'il produit exactement le contraire de cette attitude, du coup, on considère que c'est un défaut. On ne veut pas voir ça. On ne veut même pas voir ça en nous-mêmes. On considère que là, il y a un problème. Donc, je voulais introduire comme ça pour commencer à montrer la subtilité qu'il y a à parler de défaut. C'est-à-dire, le défaut, c'est ce que dans le couple, nous refusons de voir en nous-mêmes et que nous n'acceptons pas chez l'autre. C'est pour cela que comme nous rejetons ça en nous, quand nous le voyons chez l'autre, nous l'amplifions. Nous essayons d'aller au-delà de ce défaut-là. Je voulais introduire par là. Mais après cette introduction, j'ai une petite histoire qui m'amuse beaucoup. Deux personnes achètent des terrains. Et en allant acquérir ce terrain, il y a l'un qui a, on va dire comme ça, beaucoup de chance. Il tombe sur un terrain qui est plat, où il n'y a vraiment pas de travail à faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est abattre les arbres et passer, comment on appelle ça, passer un tracteur pour enlever toutes les saletés. Et après, ce monsieur se construit avec sa femme
une très belle petite maison de campagne, très belle. Le sol est beau, la maison est belle, l'emprise est calme, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu à galérer. Il n'a pas eu à se poser des questions sur est-ce que ma maison ne peut pas glisser? Est-ce que l'eau ne peut pas entrer dans ma maison? Parce qu'il est tombé sur, on va dire, un bon sol. Il va investir dessus, il est très content. Sauf que son ami, lui, il a eu moins de chance. Je dis entre guillemets, moins de chance. Lui, il a acquis un terrain dans une zone accidentée. Donc, son terrain est sur une pente. Et donc, du coup, on va dire, il n'a pas eu de chance. Parce que lui, il devra travailler un peu plus pour pouvoir exploiter son terrain. Sauf qu'il travaille vraiment un peu plus pour exploiter son terrain. Et qu'est-ce que lui construit? Il construit un duplex avec un sous-sol. Donc, il utilise la pente, le sous-sol, pour mettre sa salle de, on va dire, de cinéma où toute la famille se réunit le soir pour causer et manger. Et au premier niveau, il y a le salon. Au deuxième niveau, il a mis les chambres à coucher et tout. Et du coup, celui qui avait acheté un terrain plat commence à se dire, mais finalement, peut-être qu'il aurait mieux valu qu'on eût un terrain accidenté parce qu'on aurait profité de ce relief-là pour pouvoir faire quelque chose. En fait, je vous raconte l'anecdote pour dire que pendant que vous pensez que votre conjoint est un problème, que votre conjoint, comment je vais dire, ses incapacités sont vraiment un blocage pour votre relation conjugale, vous vous rendez compte que d'autres vont utiliser ce que vous appelez des blocages pour pouvoir aller plus loin. Et c'est ça que je voulais qu'on découvre aujourd'hui. Le gars a trouvé un mauvais terrain, un terrain qui a des défauts, mais de ces défauts-là, il a pu sortir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très beau. Au point où celui qui pensait avoir fait une bonne affaire a commencé à l'envier, a commencé à vouloir être à sa place, à vouloir obtenir la même chose que lui. Si vous avez compris cette anecdote, c'est important de dire et de comprendre que votre conjoint, malgré le mauvais comportement, malgré ses défauts, est une créature de Dieu. Et la Bible dit que Dieu nous a tissés chacun dans le sein de sa mère. C'est-à-dire que c'est un travail d'artiste qui a été fait pour votre conjoint, comme pour vous. Et donc, ce qui se manifeste aujourd'hui et qui vous pose un problème n'est pas véritablement un problème. En fait, c'est vous qui avez un regard qui est biaisé et qui vous donne l'impression que lui, il n'a que des défauts ou bien ces défauts vous empêchent d'évoluer. Mais aujourd'hui, nous allons voir que nous allons apprendre à accepter et à aimer l'autre malgré ses défauts. Et dès l'instant où on aura fait ce pas-là, on va découvrir qu'il y a derrière ces défauts quelques qualités qu'on peut trouver chez lui. Et c'est bizarre. On va trouver chez ces personnes-là des qualités derrière leurs défauts. Je dis souvent comme ça pour citer qu'une personne qui procrastine beaucoup, procrastiner, ça veut dire que c'est une personne qui ne fait jamais son travail quand il faut le faire, mais qui est toujours prêt à le renvoyer à plus tard, que je vais le faire demain, je vais le faire après-demain. La science a démontré que, en majorité, les personnes qui procrastinent sont des personnes qui savent travailler sous pression. Des personnes qui savent travailler sous pression. Il a essayé aussi de montrer que les personnes désordonnées, qui ne rangent pas leurs choses, ont parfois une mémoire tellement fidèle que dans leur désordre, ils retrouvent leurs choses. Dans leur désordre, ils retrouvent leurs choses. Tandis que celui qui est ordonné, dès que vous déplacez un peu son ordre, il est souvent perdu parce qu'il sait où il classe chaque chose. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des défauts ou du désordre, mais je suis en train de montrer que derrière toutes ces choses-là se cachent parfois des qualités que vous refusez de regarder et qui finalement se perdent parce que très encadrées par le défaut. La personne, par exemple, qui est très spontanée, qui parle sans attendre, sans réfléchir, tout ça, on a constaté que ce sont des personnes très sincères. C'est des personnes qui mentent très peu parce qu'elles disent ce qu'elles pensent et elles le disent immédiatement. Et donc, du coup, si cette personne-là pouvait parler moins, vous aurez un conjoint qui sait tenir son début de parole et qui est honnête, qui dit les choses telles qu'elles sont parce qu'il ne réfléchit pas forcément avant de les dire. Il les dit comme elles viennent. Donc, les défauts de son conjoint, il faut le rappeler parce que moi, je suis en train de parler de manière théorique, mais vous vivez cela au quotidien et donc vous comprenez la douleur qu'il y a à être avec quelqu'un qui a des manquements. Mais Dieu a laissé aussi ces manquements pour vous bâtir. Vous êtes bâti par les manquements de votre conjoint. C'est-à-dire que
Quand tu penses que tu as développé un genre de caractère, que tu es solide dans ton emprise, dans ta foi, dans ton engagement pour ton mariage, parfois c'est le défaut de ton conjoint qui vient te montrer qu'il y a encore du travail à faire dans ta propre vie. Il y a encore du travail à faire. Le pasteur Karabi raconte dans un de ses enseignements qu'il était allé sur un séminaire sur la patience. Oh, la retraite sur la patience s'est très bien passée. Il est rentré en chantant chez lui en disant, je suis devenu patient. Gloire à Dieu, je suis devenu un homme patient. Ma femme va profiter de ma patience. Je suis devenu quelqu'un de bien. Sauf que quand il arrive à la maison, la femme est sortie avec lui. Oh, il rend grâce à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, le Seigneur, tu me permets d'expérimenter ma patience. Donc, il dit, ben, si se met à genoux, il loue Dieu, il chante des cantiques. Sauf que ça dure 3 heures, 4 heures. Il dit que quand sa femme est revenue, 4 heures après, il a oublié tout le séminaire sur la patience. Il est tombé sur elle. Je veux dire par là que parfois l'attitude de l'autre vous permet de mesurer à quel point vous êtes engagé dans la relation. Vous permet de voir les choses qui vous manquent à vous, sur lesquelles vous pensez que vous êtes déjà très assis, alors que ces choses, vous ne les avez pas encore suffisamment bien intégrées. Donc les défauts de mon conjoint me bâtissent. Et mieux je connais mon conjoint, mieux je peux profiter des qualités qui sont cachées derrière ces défauts. Je sais que mon conjoint procrastine. Ça veut dire que le jour où j'ai perdu le temps sur un travail, je peux compter sur lui pour travailler sous pression avec moi. Je peux compter sur lui pour m'aider dans les stratégies de comment on travaille sous pression. Et c'est pour ça que focaliser sur le défaut va m'empêcher de voir derrière ce défaut quelles sont les qualités qui sont cachées. Et donc, je suis en train de dire que celui qui est en face doit considérer comme la première chose d'accepter son conjoint d'abord tel qu'il est, avec ce défaut-là. Il faut l'accepter d'abord avec ce défaut. Et maintenant, pendant qu'on l'a accepté avec ce défaut-là, on va développer, nous avons dit tout à l'heure que ça va me bâtir, on va donc développer ce qui permet de le compléter sur ce défaut. Mais pendant que je complète ce défaut-là par mon propre développement personnel, je découvre qu'il y a derrière ce défaut de qualité. Qui a profité? Parfois, certains vont même dire, peut-être qu'il faut me chercher que le conjoint a des défauts pour que je puisse travailler ma vie. Parce que tant qu'il n'a pas de défaut, je n'ai rien à travailler. Qui a profité finalement? Tu as profité doublement. Parce que, un, tu as travaillé sur toi-même, tu t'es bâti. Et deux, tu as découvert que au-delà de ce défaut, il y avait une qualité qui est cachée. Il y avait quelque chose de bien derrière. Donc, c'est double bénéfice que tu viens d'obtenir simplement parce que tu n'as pas regardé le défaut de ton conjoint comme quelque chose qui nécessite qu'on arrête la relation conjugale, mais tu as regardé son défaut comme un manquement que tu dois combler, comme un élément sur lequel tu dois chercher au-delà pour savoir qu'est-ce qu'il y a à combler. Je dis ça pour celui qui est en difficulté par rapport au défaut de l'autre. Mets-toi à genoux, ma soeur ou mon frère, compte sur Dieu pour être capable d'accepter l'autre avec ses défauts. J'ai dit dès hier que beaucoup de choses que nous avons expliquées seront très théoriques, mais on aura besoin de l'appui du Saint-Esprit pour aller au-delà, pour réussir à implémenter cela. Parce que quand on sort du cours, vous avez vu l'exemple du pasteur Carandil, quand vous sortez de l'enseignement, vous êtes motivé, vous dites ça marche, ça va donner, ça va marcher, mais la réalité, le gars débarque ou la fille débarque avec un genre de défaut que tu combats depuis et il te verse ça sur le visage. Parfois, tu es obligé de revenir et dire, OK, je connais l'enseignement théorique, mais je ne connais pas la pratique. Je ne l'avais jamais pratiquée. C'est maintenant que la vraie pratique commence. Et c'est un moment donc de rendre grâce à Dieu en disant, merci Seigneur. Parce que devant cette difficulté, tu me montres que j'ai besoin de me bâtir davantage. Parce que devant cette difficulté, tu me montres qu'il y a du travail. Et je compte sur toi. Je compte sur toi pour me donner l'énergie qu'il faut, la motivation qu'il faut, l'engagement qu'il faut et la ressource qu'il faut pour me bâtir et être capable d'être une bonne ressource pour mon conjoint. Donc, chercher, on va voir ça dans l'exercice tout à l'heure, de chercher d'abord les qualités de son conjoint qui me frustrent, qui me mettent mal à l'aise. Derrière ces qualités, je vais parler des défauts, des défauts qui me frustrent et qui me mettent mal à l'aise. Et derrière ces défauts, commencer à réfléchir que, bon, derrière les défauts là, qu'est-ce qui peut être profitable derrière ces défauts? Qu'est-ce qu'il y a de bon derrière ces défauts? Et apprendre à vivre avec ça. Mais j'avais quand même un mot à dire, au moins on va terminer, à celui qui a des défauts.
celui à qui on montre qu'il a des défauts. Je voulais lui dire que le plus mauvais truc à faire, c'est de combattre ses défauts. C'est la plus mauvaise chose à faire. Je pense que la première chose à faire, c'est d'abord, quand on t'a fait remarquer tes défauts, c'est d'accepter ces défauts. De dire oui, j'ai ces défauts. Il faut les accepter, il ne faut pas les nier. Le déni là ne va pas t'aider à t'améliorer. C'est parce que tu as accepté que tu as ce défaut que tu pourras travailler pour t'améliorer. Mais si tu nies le défaut, si tu contestes le défaut, tu ne pourras pas travailler pour sortir de ce défaut. Donc, celui qui est dans le défaut, la première chose, c'est de mettre de côté le désir d'éradiquer ce défaut. Mets d'abord ça de côté. Ça va arriver, mais mets d'abord de côté. Parce que ce qu'il y a, c'est de lister les défauts qu'on t'a révélés et celles même que tu connais et dire, OK, c'est vrai, je le suis. OK, c'est vrai, c'est comme ça. Et maintenant, quand tu as accepté ce défaut, si tu parles beaucoup, tu acceptes d'abord que oui, vrai, je parle trop. Ça dit qu'après une conversation avec un couple ami, toi-même, tu reconnais que je suis allé trop loin, que j'ai trop dit par rapport à notre couple. Quand tu reconnais ça, maintenant, tu peux comprendre et commencer à gérer pour que ce défaut ne continue plus à se manifester à l'excès. Tu commences à gérer pour que ce défaut ne soit plus un défaut qui se multiplie, mais que ce soit un défaut que tu sais gérer. Parce que tu as compris quel est le déclencheur. Comment ça fait souvent pour que ma bouche commence seulement à parler. Qu'est-ce qui, dans mon cœur, commence à me faire que commence seulement à parler. Et quand tu as découvert ça, tu peux le partager avec ton conjoint. Tu peux dire à ton conjoint, chérie, quand on reçoit des amis ici, pardon, si tu commences à me voir dire telle chose 2 fois, pardon, appelle-moi de côté, même à la cuisine. Et rappelle-moi que je t'avais dit que chaque fois que tu démarres déjà, que j'interromps et que je te tire pour que tu te réveilles, pour que tu te souviennes que j'étais déjà en train d'avancer. Quel est l'avantage de reconnaître ces défauts? Je donne des exemples pratiques parce qu'on va terminer. Quelqu'un qui est bavard, par exemple, il saura que je suis bavard. Et il saura que comme il est bavard, il y a des activités dans lesquelles on veut des gens bavards, dans lesquelles il va exceller. Et il y a d'autres activités qu'il saura que quand j'arrive à ce genre d'activité, il faut que je me tienne tranquille, il faut que je tienne à maintenir. Et celui qui ne parle pas trop, qui est seulement là pour écouter, va apprendre aussi à savoir qu'il y a des métiers d'écoute dans lesquels il sera bien. C'est-à-dire que ce défaut qu'il a de ne pas parler et d'écouter seulement, ce défaut sera gagné parce qu'il saura écouter les gens. Il aura une bonne écoute. On disait souvent, oh, tel qui a telle défaillance, il ne peut pas, tel qui a telle défaillance ne peut pas. Mais on se rend compte que dans la vie, il y a tellement d'éléments qui vont permettre que nous puissions, de nos défauts, sortir des choses qui font de nous des gens bien. Si vous avez bien compris ce que je viens de dire, commencez ce travail dès aujourd'hui. Réfléchissez sur les défauts de votre conjoint. Quels sont ces défauts qui te dérangent? Quels sont ceux que tu as déjà acceptés? Et pour chaque défaut de ton conjoint, pose-toi la question de savoir quels sont mes défauts qui dérangent mon conjoint? Quels sont ceux qu'il a du mal à accepter? Et vraiment, tu commences à faire un véritable bilan de la famille, bilan de votre relation conjugale. Hier, je n'ai pas lu le challenge du jour. Je vais lire le challenge du jour parce que je me suis rendu compte que plusieurs n'ont pas le manuel pour l'instant et donc sont souvent dépassés par ce que nous nous disons ici. Le challenge du jour dit: prends l'engagement de ne pas faire de reproches à ton conjoint sur ses défauts habituels pendant la durée de ce parcours. Pendant 21 jours, pas de reproches sur ses défauts. Pas de reproches sur ses défauts. Pas de reproches. Prends une feuille de papier, note les plus grands défauts de ton conjoint et pour chaque défaut, cherche quelle qualité tu peux trouver derrière et rends grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure sur le groupe WhatsApp. On ne va pas discuter ici aujourd'hui parce qu'on a pris plus de temps. Bye bye et bonne soirée.